Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce coin lecture. Et bien, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Si vous me suivez sur Patreon, vous savez que la semaine des capsules et mon manque d'autodiscipline ont eu raison du tournage pour mes lectures de mars. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu finir tous mes projets, les capsules, puis le 50-50 sur Dune, puis la parenthèse sur les adaptations de livres, puis l'épisode 5 du pire éditeur au monde sur la petite sirène. J'espère que vous avez regardé tout ça et donc maintenant, j'ai tout le temps nécessaire pour vous parler de mes lectures d'avril, le mois spécial vos romans. Mais il y a des livres que j'ai lus en mars dont j'ai quand même très envie de vous parler. Pour des soucis pratiques, on va devoir faire vite pour que cette vidéo ne dure pas 1 heure. Donc voilà, quand j'aurai pas grand chose à dire au sujet d'un livre, je ne broderai pas, j'irai à l'essentiel. Cessons parlant d'aller à l'essentiel, cessons les palabres. Nous avons 10 livres à aborder. Bloom. Donc, à l'abordage. Et vu que je vais parler de toutes mes lectures de mars, autant les ranger déjà dans mon ordre de recommandation. Là, elles sont pas dans mon ordre de recommandation, mais on va les ranger dans mon ordre de recommandation. Donc celui que je vous recommande le moins du mois de mes lectures du mois de mars dont je vous parle aujourd'hui, ploup, ploup, Magnus Chase, tome 1, l'épée de vérité, c'est un dé. Ah oui, ça aussi, l'évaluation de mon ressenti avec une lettre et de retour. Youpi pour lui. Donc, c'était le livre du Club du Coin Lecture de mars, et avec la bénédiction de Faline Baskerville qu'il avait suggéré, je ne l'ai pas fini. En fait, je l'ai à peine commencé. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas... Oh, je l'ai pas lu. J'ai lu comme... En fait, j'ai pas pu, voilà. D'emblée, le ton m'a gavé. D'emblée, voilà, le protagoniste avait l'air débile, cynique tout le temps. Puis moi, le truc qui m'a frappé surtout, c'est que c'est complètement Percy Jackson, quoi. C'est un adolescent avec une vie de merde qui se rend compte qu'il est l'héritier d'un dieu mythologique et que presque tous les personnages de son entourage sont des personnages mythologiques aussi. Moi, je serais l'auteur de Percy Jackson. Franchement, j'envisagerais un procès pour plagiat. Là, on va attendre un peu parce qu'il y a 3 publics. Il y a ceux qui se disent bonne vanne. Il y a ceux qui se disent attends, il sait ou... Et il y a ceux que j'interromps en plein commentaire m'expliquant qu'en fait Rick Riordan c'est l'auteur de Percy Jackson. Voilà, 3 publics. Bref, dis-moi lequel des 3 tu es dans les commentaires. Bref, j'ai pas pu rentrer dedans. J'ai pas réussi. J'ai arrêté quand il mange un animal sacré qui a le goût de toutes les viandes, même du tofu pour les véganes. C'est stupéfiant de conneries. Voilà. Et j'avais pas la patience. Je pouvais pas. Je me rappelle que j'étais pas à un très bon état mental à l'époque. Enfin, quand je devais le lire. Non, désolé, non. Alors, à la base, on devait faire un épisode au coin du feu sur Twitch, vous savez, sur ma chaîne LinksTS sur Twitch, en mode club de lecture, du coup, avec les autres membres du club du coin lecture, enfin, 2 des autres membres du club du coin lecture, où elles auraient donné leur point de vue sur le livre. Du coup, on fera ça le mois prochain, on va essayer de faire ça le mois prochain. Donc, est-ce que je vous le recommande? Non, je vous le recommande pas, non, je suis désolé, je vous le recommande pas. Lisez Percy Jackson. Lisez Percy Jackson, c'est une grosse saga, il y a plein de tomes dedans. Franchement, préférez Percy Jackson, en ce qui me concerne en tout cas. Ensuite, alors malheureusement, ça va être le livre de l'une d'entre vous. Le livre bleu, c'est également un dé, Mathilde Fournier. Je rappelle que c'est l'évaluation de mon ressenti, la note, très important. Mon ressenti à la lecture du livre, c'est pas une évaluation du livre. Très crucialement, c'est pas une évaluation du livre. Je suis pas qualifié pour évaluer un livre de toute façon. Résumé sur la 4e de couverture. A Memento, la pathologie dont souffre Maria Castillo relève d'un cas d'école. Parfaitement consciente le jour, cette patiente se réveille pourtant chaque matin, sans plus aucun souvenir de la veille. Lorsque pour s'en sortir, Maria décide d'écrire, les mots deviennent très vite une sorte de mémothérapie. Naît alors l'histoire du journal, un récit quotidien où toutes ses pensées peuvent enfin trouver refuge, mais bientôt la visite d'une journaliste et d'un certain Tristan viennent tout remettre en question, et si Maria n'était pas hospitalisée pour les bonnes raisons. Le livre bleu, c'est aussi 4 voix qui s'élèvent pour parler de souvenirs, de blessures et d'espoir, un message d'amour à la famille telle qu'on la connaît, brute, imparfaite, cette famille qui aime, et tant pis si c'est de travers. Et l'illustration est de Mathilde Fournier, c'est l'autrice qui a fait l'illustration de couverture, c'est chouette, j'aime bien quand c'est... j'aime bien, c'est un côté film d'auteur, c'est cool. C'est film d'auteur dans le sens où c'est l'auteur qui fait... Oh, ta gueule! Bon alors, sans spoiler, le livre est très maladroit dans son approche de la maladie mentale, mais il y a un retournement de situation final qui justifie la maladresse. Je pense que ce retournement de situation ne justifie pas la lecture de tout le livre. Ah oui, et truc bizarre, l'autrice parle tout le temps de bouffe. Genre à des moments qui sont pas du tout adaptés. C'est... Oh, c'est rigolo, c'est un truc qui m'a un peu sauté aux yeux. Globalement, c'est trop simple au niveau du style, et l'autrice essaye de faire artificiellement plus riche,
et du coup ça devient à la fois trop simple et difficile à comprendre à l'occasion. Alors attention, ça c'est mon avis. C'est mon avis, le bouquin a 16 critiques 5 étoiles sur Babelio, tant mieux, je suis extrêmement minoritaire sur cette question, tant mieux pour elle. Je vous lirai des extraits demain sur Twitch et vous me direz ce que vous en pensez. Et évidemment, on parle un peu plus des spoilers aussi demain sur Twitch. Vous savez, je ne spoil pas dans cette émission, je spoil au coin du feu le lendemain. Et le replay sera disponible dans les commentaires de cette vidéo. Et ma foi, vous verrez si le livre peut vous parler ou non. Voilà. Et là, donc, on va faire un gros bond des livres que j'ai pas spécialement aimé et que je vous recommanderais que tièdement à ceux que j'ai bien aimés. On a lu 3 livres dans la chambre de bébé en mars. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est pendant que je donne le biberon à bébé, Camille lit le livre, et ce sont donc les 3 livres qui viennent ensuite, et on va commencer avec Le Magicien d'Oz de de Lyman Frank Baum, traduction de Didier Sénécal, et on est sur un B-. Ah, c'est propre, B-. Résumé sur la 4e. Dorothée et son jeune chien Toto sont emportés par un cyclone et transportés dans un pays merveilleux. Seul le grand et puissant magicien d'Oz peut aider la jeune fille à rentrer chez elle dans le Kansas. Mais le chemin est long et semé d'embûches. Accompagné d'un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, d'un bûcheron en fer blanc qui dit ne pas avoir de cœur, et d'un lion qui a peur de manquer de courage, Dorothée se rend dans la cité d'Émeraude. Vous avez peut-être vu un film qu'en parle. Voilà, le film... parlons du film. Une fois n'est pas coutume, j'ai préféré le film. Voilà, mais ça c'est une question de goût personnel. Et en même temps, j'ai été un peu subjugué par le film. Je le trouve incroyablement accessible pour une antiquité pareille. Il va tranquillement sur son siècle, hein, le film. Je crois qu'il a 93 ans, un truc comme ça. Mais le livre est chouette aussi. Il est chouette aussi, il est très mignon. Et évidemment, c'est le matériau de base pour le film. Il y a ça. Donc un univers fantastique très original. Et le truc que j'ai vraiment adoré personnellement, c'est que tous les compagnons de Dorothée font complètement preuve de ce dont ils pensent manquer. Donc c'est quelque part, c'est aussi une belle histoire sur la confiance en soi. Par exemple, l'épouvantail qui a peur de ne pas avoir de cerveau a toujours les bons plans pour se sortir d'affaires. C'est toujours lui qui propose la bonne idée pour qu'il se sorte le cul des ronces. Le lion qui pense manquer de courage est toujours en première ligne. L'homme en fer blanc, c'est le plus sensible des 5. Oui, j'ai dit 5, je compte Toto, si tu comptes pas Toto, t'as pas de cœur. Enfin, ils ont déjà tout ce qui leur manque d'après eux, donc voilà, c'est choupix. Choupix. Après, un petit moins quand même, parce que Dorothée est chiante. Un peu trop passive, un peu trop géniarde, en mode... ouais, mais comment je vais rentrer au Kansas maintenant Et en fait, on lit pas Le Magicien d'Oz pour Dorothée Gale, on le lit pour Oz, pour le pays d'Oz. Et Oz est très cool. Voilà. Je vous le recommande. Livre suivant, l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, la fable cachée de la fontaine, de Luis Sepulveda dans une traduction de Anne-Marie Métayer. C'est un B, et celui-là, je suis bien content de devoir faire vite dessus parce que j'ai rien à dire, vous allez voir. Résumé. Zorbas le chat, grand, noir et gros, a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. C'est le titre du livre. Tous les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ses promesses insolites. À travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie. Fut écrit sur Lire, dans le magazine Lire, d'une écriture merveilleuse de poésie et d'humour. Ce conte est une leçon de vol à partager avec les grands. C'est ça. Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans le livre. Voilà, il est très mignon, il est très chou, les personnages sont adorables. Les chats du port ont tous un gros trait de personnalité, ça c'est chouette, que genre, tu sais, un défaut qui fait qu'on s'attache à eux. La mouette appelle Zorbas maman, enfin voilà, ouais, c'est touchant ce qu'il faut, c'est juste, voilà. Et j'ai hâte de le relire à ma fille, quand elle sera en âge de bien comprendre les histoires. Ce n'est pas le cas pour l'instant, donc... Mais ça sera le cas dans 2 jours, hein. Non, mais je plaisante, mais c'est vertigineux la vitesse à laquelle ça pousse ces trucs-là. Dans 2 mois, elle passe le permis. Et dans 5 mois, elle soutient sa thèse. Grand max. Ça, c'était le soir, la mouette, le chat, le Poulveda. Et mon livre préféré parmi ceux qu'on a lu à bébé en mars. Hop là! Un, dos, tres, Chai et la chocolaterie Panantes Maria. De Roald Dahl, évidemment, dans la traduction de... Je sais pas pourquoi je cherche, c'est écrit sur mon prompteur, de Elisabeth Gaspard. Moi, Willy Wonka, et s'écrit, j'ai décidé de permettre à 5 enfants de visiter ma chocolaterie cette année. Ces 5 chanceux seront initiés à tous mes secrets, à toute ma magie. Roald Dahl, champion du monde des histoires.
c'est écrit là, ça déconne pas. Alors celui-ci, je lui ai mis un B-, mais vous allez voir, c'est quand même mon préféré. Je vous explique. L'histoire du chat, de la mouette et du haricot, là, je l'ai trouvé très mignon comme livre, mais j'ai pas été emporté par la personnalité du truc, si vous voulez. Alors que celui-ci... Bon, quand je l'ai commencé, je voulais savoir un truc. Parce qu'évidemment, j'ai vu l'adaptation de Gene Wilder, et je voulais savoir un truc... J'ai vu aussi l'adaptation de Tim Burton, mais on s'en fout un peu. L'humour un peu noir du film, franchement noir du film. Est-ce que ça vient du film ou est-ce que c'était déjà quand même un peu là dans l'original? Le film a tellement calmé le propos, le film a tellement calmé le bouquin. Dans le livre, il y a vraiment une dynamique. Les gamins sont punis, d'où le moins. Les gamins sont punis, donc voilà, les gamins sont punis, les parents sont terrifiés, Wonka les rassure, mais en même temps, pas vraiment. Et derrière, t'as les Oompa Loompa chantent ah, ils sont bien con... Ah, ils s'en sont pris plein la gueule, les nuls, et ça, c'était bien, ça. Ah, c'est bien fait pour leur gueule, gros nuls. Voilà, ils avaient qu'à être moins nuls. Bref, à la fin, les enfants mal élevés sont vivants, déjà, ça, c'est bien. Mais j'ai envie de dire qu'ils sont mutilés, mais tu sais, mutilés version fantastique pour enfants. Genre, Violette est devenue toute violette, Mike TV est devenu tout étiré, parce qu'il était tout petit, du coup, ils ont tiré dessus pour le... Enfin voilà, il y a un vrai mauvais esprit, mais qui apporte vraiment beaucoup de personnalité très piquante et franchement drôle. Enfin voilà, moi vraiment c'est celui qui m'a le plus marqué des 3 livres qu'on a lus pour bébé en mars. Et j'ai hâte de découvrir d'autres Roald Dahl, j'ai beaucoup aimé la personnalité de celui-ci. Ensuite, on va essayer de passer très vite sur celui-là, effectivement, puisque nous allons parler de Goupilou-Face de Lou Luby. C'est un B, donc c'est la pire note que j'ai mise à une BD de Lou Luby pour l'instant sur cette chaîne. En vrai... ça va. C'est le livre où elle parle des troubles du spectre bipolaire. Alors, elle en a parlé récemment sur ses réseaux, donc je dis ses réseaux, mais vraiment c'est Instagram, pour dire qu'elle ne veut plus en entendre parler de ce livre. Voilà, elle veut plus en entendre parler, parce que ce qu'elle dit dedans est faux, hein, tout simplement. Moi, mon retour très rapidement, comme ça, très rapidement, ouais, ça sent qu'on a une Lou Luby en puissance dans cette BD, c'est-à-dire qu'on a une graine qui deviendra Lou Luby par la suite, mais c'est moins renseigné, c'est moins, rigoureux sur les recherches, le dessin est moins là aussi, alors c'est toujours infiniment mieux que ce que je suis capable de faire évidemment, mais c'est quand même, c'est moins bien que ce qu'elle fera 2 ou 3 ans plus tard. Mais non, voilà, même sans ça, c'est une BD qui est importante pour des gens aussi, qui les a aidés à se trouver, à se comprendre, mais son autrice ne veut plus en entendre parler, et franchement, le reste de sa bibliographie est, je vais pas dire nettement meilleur, mais meilleur, clairement meilleur, voilà. Donc, est-ce que je vous recommande? Non. Franchement, non, si vous voulez vous renseigner sur la bipolarité, il y a mieux renseigné. Si vous voulez découvrir la personnalité, la plume de Lou Luby, elle est dans ses autres livres, dans ses autres œuvres. Donc non, voilà. Et oui, et s'il vous plaît, je sais que parfois vous faites ça, n'allez pas lui dire que j'ai parlé de Goupilou-Face dans le coin lecture sur Insta. Alors, ça me fait très plaisir en général, vraiment ça me fait plaisir, mais là, elle veut plus rien savoir de ce livre. Donc, respectons ça. Ne lui en parlons pas. En plus, elle sort une nouvelle BD très bientôt, la fin mai, sauf erreur de ma part, Racine, et donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on aura l'occasion de reparler de Lou Luby de toute manière très bientôt. Alors oui, pour les suivants, un poco de contexto. Quand j'ai parlé des BD Sherlock Holmes dont vous êtes le héros, Chouki des éditions Macaca, les éditeurs qui ont fait les BD dont vous êtes le héros Sherlock Holmes, m'a proposé de m'envoyer d'autres exemplaires de leur production. Alors moi, vous me connaissez, je lui ai dit non. Vous ne m'achèterez pas. Vous n'achèterez pas mon opinion, monsieur. Non, ma chaîne n'a pas vocation à faire votre promotion. Non, c'est des conneries. J'ai dit oui. J'ai dit oui, oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Oui, tous les livres, s'il vous plaît. Tout. J'adore ce que vous faites. Tous les livres. Et donc, ils m'ont envoyé un certain nombre de BD. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 2 d'entre elles. Hop là, 2 BD dont tu es le petit héros. Voilà, comme ça, je vais pas mettre des BD entre moi et le micro, c'est complètement con. Des BD destinés aux enfants de 3 à 7 ans, lecture accompagnée, tout seul pour les plus grands. D'abord, nous avons Chatons et Dragons, le Choukra, et ensuite on parlera de Ligili, messager aventurier. Mais donc on va commencer par le Choukra. C'est parti. 4e de couverture. Le royaume des chats est dans tous ses états. Un terrible dragon y sème la terreur. Mo, chaton audacieux. D'accord, c'est un chat. Je me disais, ça ressemble à un chat, mais est-ce que c'est un chat? Non, c'est un chat, c'est assumé, c'est un chat. Mo, chaton audacieux, décide de partir à la recherche du monstre, malgré l'interdiction de son père, le roi. Heureusement, petit lecteur, petite lectrice, il va pouvoir compter sur toi pour l'accompagner. C'est toi, le héros, l'héroïne. Bel effort d'inclusivité, merci beaucoup pour ça. Donc, c'est un B. C'est
tout à fait adapté pour les petits. L'histoire est adorable, il y a des petits défis, genre contre les coccinelles et que tu trouveras sur le chemin. En fonction du nombre de coccinelles que tu trouves, tu débloques des trucs à la fin, enfin voilà. Il y a des cases spécialement conçues pour faire des pauses dans l'histoire, ça c'est très bien vu. On dit, ouais voilà, là, Mo il a besoin de se reposer, peut-être que toi aussi, on reprendra plus tard si tu veux. Alors l'aventure ne renvoie pas qu'à des chiffres, mais aussi à des couleurs. Ça c'est une petite gimmick que j'aime beaucoup. Vous voyez là, hop, tu vas chercher la couleur correspondante. Mais j'ai parlé de gimmick de Regret sur la Tube, ma petite gimmick préférée, moi, c'est Mo, donc le protagoniste, le petit chaton, a une sacoche avec plein d'objets dedans. Voilà. Et parfois, il est face à une situation où il doit utiliser un objet dans sa sacoche et l'enfant doit identifier le bon objet. S'il propose le bon, il va à la case où il avance, sinon, bah, il va à la case où... Bon, où il avance aussi, parce que c'est pour les enfants, c'est pas punitif, mais voilà, il sait qu'il a mal choisi, que c'était pas le bon choix. Mais j'avoue que j'ai peut-être préféré Ligili, messager aventurier, le résumé. Ligili n'est pas un facteur comme les autres, non, 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 c'est un messager aventurier. Ses amis, les villageois qui connaissent son goût du défi, lui confient des missions de la plus haute importance. Petit lecteur, petite lectrice, deviens Ligili le temps de cette aventure, et pars le cœur ouvert aux surprises et aux belles rencontres, c'est toi le héros, l'héroïne. Alors, même système évidemment, même système bon, même système quoi, mais l'originalité que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est que, d'une part, c'est pas une quête avec un début, un milieu, une fin, c'est une, comme son nom l'indique, c'est une distribution de courrier. Voilà, donc tu découvres la ville à ton rythme. T'es pas obligé d'aller vers la fin du... Ça tourne en rond, si vous voulez. Il y en a un, c'est une ligne, l'autre, c'est un cercle. Et ça, c'est vraiment... Voilà, ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Et autre chose, tu peux choisir entre deux défis. Livrer tout le courrier, donc, dans la sacoche de Ligili, donc un certain nombre de lettres à poster. Donc là, il faut trouver les destinataires. Donc tu peux imprimer le PDF. Tiens, j'ai imprimé le PDF, vu que j'ai fait ça bien. Tu peux imprimer le PDF de la bonne page sur le site de Macaca Édition. Donc ça, c'est bien. Donc soit tu choisis de livrer le courrier, ou bien tu peux chercher ces objets, voilà, pour le départ en vacances de Nazca et Joël. Donc pour les enfants, soit t'es attentif aux noms, genre sur les boîtes aux lettres, les paillassons, tout ça, à ce que disent les voisins, enfin soit t'es attentif au dialogue, au texte, soit tu es attentif aux images, puisqu'il faut que tu récupères les objets. C'est bien en plus que ça s'adapte en fonction de l'âge, ça, tu vois, ça c'est, enfin je trouve ça très très cool. Et certains personnages donnent des lettres urgentes en plus à Ligili pendant le truc, c'est-à-dire que Ligili part avec un sac rempli de lettres, mais il peut aussi avoir des lettres pendant sa tournée, et là aussi il faut qu'il les livre. Donc voilà, vous l'avez compris, gros potentiel de rejouabilité. Je l'ai préféré, mais alors j'ai un souci, je suis resté bloqué, genre très très longtemps, longtemps à un point très embarrassant. Ça m'a un peu tiédi. Mais en fait j'ai fini par comprendre où j'ai merdé, c'est qu'il y a un panneau dans le village avec 2 noms de lieux et 2 numéros, et j'avais déjà visité les 2 lieux, donc j'ai ignoré les numéros, et le truc que j'avais pas fait, du coup c'était un des 2 numéros, évidemment. Voilà. Seul petit couac, c'est peut-être plus moi que le livre, là, j'avoue. Voilà. Sinon, je l'ai trouvé très choupi, particulièrement fan du fait que l'autrice et que l'illustrateur apparaissent à plusieurs reprises en tant que personnages qui imaginent le livre au fur et à mesure du récit. Bref, je me demande si je vais pas essayer de les lire avec mon neveu, celle-ci. Parce que la petite est trop petite, et je pense que ça peut être une expérience vraiment très chouette si tu les lis dans le contexte dans lequel ils sont censés être lus, finalement. Et si je fais ça, peut-être que je vous ferai un retour rapide, je verrai, mais d'ici là, même si tu le lis juste comme ça, c'est... je suis trop vieux pour ça, évidemment, mais c'est... je suis resté bloqué tout de même. Bref, oh là là. Et donc, les 2 derniers... Ah là là. Je vais pas pouvoir faire vite. Je vais pas pouvoir faire vite. Cet épisode va être trop long. Ça, merde. Mais d'abord, nous allons parler de Il était 2 fois de Franck Tillier. Alors, c'est la suite du manuscrit inachevé passé dans un épisode précédent du Quoi Lecture, le lien sur lequel personne ne clique jamais. Je le sais, j'ai des stats. Et celui-là, il avait beaucoup de choses à prouver. Je vous laisse regarder la dernière vidéo pour savoir pourquoi, mais très globalement, j'avais adoré le manuscrit inachevé. Ça a été un très très bon moment de lecture, mais j'ai trouvé la fin très naze. L'ensemble du club du Quoi Lecture avec moi d'ailleurs, à différents degrés, mais quand même. Mais celles et ceux qui avaient lu la suite disaient « Non mais lisez la suite ». Et je voyais vraiment pas comment un livre pouvait devenir rétrospectivement meilleur grâce à un autre livre. Donc voilà. Donc déjà, celui-ci c'est un A. Oui, il sauve
complètement le manuscrit inachevé. C'est plus que sauver, il lui donne un sens. Et donc, quatrième de couverture. En 2008, Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Son père, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato, se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29 au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, Gabriel finit par s'endormir. Quand il se réveille, rien n'est plus pareil. Il se trouve dans la chambre 7, au rez-de-chaussée. Contre la fenêtre s'écrase une pluie d'oiseaux morts, et 12 ans ont passé. On est en 2020, Julie n'a pas été retrouvée. Ouh, que ça donne envie. Une intrigue qui... Bernard Lehude écrit pour... déclare à RTL une intrigue qui illustre une nouvelle fois la capacité de Franck Tilly à nous tenir en haleine, c'est tout un art. Tandis que Bruno Corti dans le Figaro écrit on ressort de l'expérience quelque peu ébranlé mais épaté par le savoir-faire diabolique de l'auteur. Je sais pas du tout quels accents ont ces gens-là, probablement aucun, mais ma foi, on fait ce qu'on peut. Alors, c'est un parti pris d'écrire un roman qui se passe en 2020 et qui ignore complètement la Covid, parce qu'il n'a pas été écrit en 2020, vous vous doutez bien. Alors ça aurait beaucoup compliqué le roman, d'introduire la Covid, mais c'est un roman, c'est une fiction, pourquoi pas. Et vous remarquerez que ça raconte pas du tout la même histoire que celle du manuscrit inachevé. C'est parce que le manuscrit inachevé est une œuvre qui est jouante dans ce roman-là. Le roman, le manuscrit inachevé, écrit par Caleb Traskman, donc, pas par Franck Tilly, est un objet central de ce récit, où on va donc découvrir le personnage de Caleb Traskman, pardon. Parce que quand on parle du manuscrit inachevé de Il était une fois, et le 3e tome, Labyrinthe, on parle de la trilogie de Caleb Traskman. Et quand tu lis que le premier, bah, ça fait bizarre, parce que Traskman, c'est pas vraiment un personnage du manuscrit inachevé. Il apparaît pas, il est très peu cité, c'est presque un pseudonyme de Franck Tillier, Caleb Traskman, dans le manuscrit inachevé. Et tout l'impact de ce livre, tout ce qui fait qu'il explose en termes d'intensité dramatique, est dans c'est presque un pseudonyme de Franck Tillier. On est passé à côté de Caleb Traskman dans le manuscrit inachevé. Et fallait pas passer à côté de Caleb Traskman. Très peu de spoilers, évidemment, c'est un polar, c'est la suite d'un polar. Enfin, vous vous doutez bien que je vais pas vous dévoiler grand chose de l'intrigue. C'est un roman policier, et en plus, c'est une suite. Voilà. Donc, on en parlera plus en détail sur Twitch au coin du feu demain, mais croyez-moi, non seulement il vaut le coup, vraiment il vaut le coup, mais ne lisez pas le manuscrit inachevé seul. J'ai pas envie de vous dire que ça n'a aucun intérêt, parce que c'est pas vrai, parce que le manuscrit inachevé est quand même très bien, mais vous passerez à côté de la véritable dimension de l'histoire, en ne lisant que le manuscrit inachevé. Et j'ai très hâte de découvrir Labyrinthe. Pas encore acheté, mais faut que j'arrête d'acheter des livres, là que je regarde ma vie. Arrête tout de suite. Mais c'est pas bien ce que tu fais. Et enfin, hop, énorme coup de cœur de mars. Franchement, j'aurais pu zapper complètement mes lectures de mars si ça n'avait pas été pour Il était 2 fois, et pour celui-là, L'espace d'un an de Becky Chambers, le premier tome de la saga des Voyageurs. C'est de Becky Chambers, et traduction de Marie Surgé, probablement Surgé. C'est un A+, et il me fait un peu regretter d'avoir dit que La fille dans l'écran était ma meilleure lecture de l'année, parce que 2 mois plus tard, il s'est trouvé un très sérieux concurrent. Très sérieux. Mais lisons le résumé sur la 4e de couverture. Rosemary, jeune humaine inexpérimentée, fuit sa famille de richissimes escrocs. Elle est engagée comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Elle y apprend à vivre et à travailler avec des représentants de différentes espèces de la galaxie. Des reptiles, des amphibiens et plus étranges encore, d'autres humains. La pilote, couverte d'écailles et de plumes multicolores, a choisi de se couper de ses semblables. Le médecin et cuistot occupe ses 6 mains-pieds à réconforter les gens pour oublier la tragédie qui a condamné son espèce à mort. Le capitaine humain, pacifiste, aime une alien dont le vaisseau approvisionne les militaires en zone de combat. L'IA du bord hésite à se transférer dans un corps de chair et de sang. L'un de ces beaux romans de SF que l'on referme en ayant une fois renouvelé dans les capacités de l'humanité, dit Actu SF. Là, en relisant le résumé, j'ai envie de me replonger dedans. j'ai envie de le redécouvrir. J'ai envie de replonger. Et ça tombe très bien que j'ai envie de replonger dedans, parce que c'est le premier tome de la saga, et Camille m'a offert les 3 autres. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir me replonger dedans, et on se fera ça. Alors vous savez comment ça marche, je vais être trop positif. Le roman n'est pas aussi bon que ce que je vais vous en dire. D'accord ? Je vais vous le survendre. Prenez ce que je vous dis, et divisez par 2.
Voilà. On va parler des reproches que certains lecteurs et certaines lectrices lui font. J'ai été voir les critiques sur Goodreads notamment, et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai rien à foutre et pourquoi ce livre est trop bien. Alors, vous le savez peut-être, les romans et les œuvres de fiction en général sont souvent divisés en deux catégories, surtout dans les guides que j'ai lus en anglais. Les œuvres axées sur l'intrigue et les œuvres axées sur les personnages. Les character-driven stories et les plot-driven stories. Dit-il avec un accent anglais des plus parfaits. Perfecto est facile. Si vous êtes comme moi, entre 90 et 98% des œuvres que vous consommez sont des plot-driven stories. Si vous n'êtes pas comme... Après, il y a des gens qui sont pas comme moi, évidemment, mais voilà. Moi, la plupart des œuvres que je consomme, c'est du plot-driven story. C'est-à-dire, je regarde une histoire, un récit, une intrigue. Ça veut pas dire évidemment que les personnages n'ont aucun intérêt, ça veut dire que ce qui fait avancer l'histoire, c'est l'intrigue. Par exemple, Game of Thrones, la série, les personnages, ils ont une profondeur, voilà, les personnages sont pas inintéressants, bien sûr, mais c'est ce qui leur arrive qui fait avancer l'histoire. Alors qu'une character-driven story, du coup, ce serait plus Lost, voilà. Il leur arrive finalement pas grand-chose, en particulier dans la première saison. Ce qui est intéressant, c'est plutôt l'évolution des personnages et des relations entre les personnages. Alors souvent c'est bien de choisir une voie entre l'un ou l'autre, en ne négligeant évidemment pas l'intrigue ou la profondeur des personnages, et évidemment quel que soit ce que tu décides d'emprunter comme voie, mais certaines œuvres ne choisissent pas de voie et mènent les deux de front. Breaking Bad par exemple. On penche un petit peu vers le character driven d'après moi, mais on est quand même pas mal au milieu. Voilà. Bref, tout ça pour dire. La plupart de la SF va être axée sur l'intrigue, un peu par nature. J'ai envie de dire, c'est un peu le lot de la science-fiction. Et là, pas du tout. Pratiquement 100% axé sur les personnages. J'exagère vraiment beaucoup. C'est axé sur les personnages. Pas à 100%, mais c'est axé sur les personnages. Alors, au début, tu te dis, bon, c'est chouette, hein, j'adore l'univers que tu mets en place, mais l'histoire, elle commence quand? Parce qu'à un moment donné, faut y aller. Alors l'histoire, je vous la fais, l'équipe reçoit un contrat juteux, mais risqué, ils doivent creuser un wormhole dans une zone de grosse tension politique. Voilà, ça c'est l'histoire. 600 pages. Et putain de coup de cœur de l'année, voilà. Peut-être, je vais arrêter de dire ça. Voilà, mais en tout cas, je suis super impatient de lire les suites, quoi. Pourquoi? D'une part, un truc que j'ai éprouvé pour Le Seigneur des Anneaux et rarement après, je pourrais écouter des heures la mise en place de l'univers, les différentes races, les coutumes, les particularités physiologiques, les histoires, leurs croyances. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir de cet univers-là. C'est un délice. Tu plonges dedans comme tu plonges dans du caramel. Sauf que si tu plonges dans du caramel, tu te noies. Faut pas faire ça. Mais tu te noies dans du bonheur. Et du sucre. D'autre part, les personnages sont tous super attachants, pour différentes raisons. J'ai facilement 3 personnages préférés. Il y a déjà le docteur Miam, qui est le chef médecin. J'adore que la médecine et la cuisine soient le même métier. Ah oui, pardon, il y a ça aussi. Alors d'une part, d'autre part, et donc de troisième part, il y a une super idée ingénieuse toutes les 2 pages. J'exagère à peine. Il y a un personnage qui est amoureux de l'IA du vaisseau et leur histoire est magnifique. Il y a aussi l'histoire d'amour entre le pilote et la soldat la soldate, je sais pas. Et la soldate, elle est d'une espèce qui ne s'exprime pas par le son, mais par des lumières et des couleurs sur leur visage. Alors ils ont une technologie qui relie leur cerveau à un boîtier qui est situé dans leur cou ou dans leur nuque, je sais plus. Mais vraiment, en vous disant tout ça, je fais que effleurer tout ce que j'ai adoré dans le roman. Et donc oui, je disais 3 personnages préférés, pardon, je m'en mêle un peu. On va finir ça. Donc il y a Dr Miam, déjà, le chef cuistot, qui a 6 pattes, enfin qui a 6 mains, pieds, enfin qui est trop bien. Six, la pilote du vaisseau, qui est donc une alien lézarde. Sa race est nettement plus présente dans la galaxie que le sont les humains, qui ont pour beaucoup déserté le système solaire. Mais ceux qui y sont restés habitent sur Mars, même si une secte d'illuminés prétend que la Terre serait à nouveau vivable. Une idée géniale toutes les 2 pages. Voilà, et je ne vous dévoile rien. Vous savez, j'évite de vous spoiler. Là, je vous balance, il y a ça. Mais t'inquiète pas, bloom, je vous donne des grains de sable. Ça, c'est la plage. Six, donc, il vit, elle aussi, une histoire d'amour qui est géniale. Ma préférée des 3 histoires d'amour du livre, je pense. Et en 3e personnage préféré, j'ai envie de mettre Lovelace, l'IA du vaisseau. Mais je vous dis ça, mais ça, c'est mes personnages préférés. Les autres sont géniaux aussi. Alors, les gens qui n'ont pas aimé ce livre, les gens qui n'ont pas aimé ce livre lui ont reproché son côté bisounours. Tous les membres de l'équipage sont chouettes, sauf évidemment l'emmerdeur de service qui étudie les algues et qui déteste tout le monde et qui est grognon. Et donc, ces critiques disent qu'ils préfèrent quand il y a de l'adversité, voilà, qu'il y a de l'adversité. Et j'ai envie de dire, il y a de l'adversité. Elle est éparse, elle n'est pas centrale, mais il y en a. Ils font face à des situations d'urgence, des situations de danger.
il y a de l'adversité. 2, le conflit n'a pas besoin d'être explicite ou déclaré pour que la tension fonctionne. Reprenons l'exemple de l'IA qui hésite à avoir une enveloppe physique, donc comme c'est écrit sur le résumé de la 4e. Ça soulève énormément de questions éthiques difficiles pour les personnages, et ça te challenge aussi, toi, sur ta position, sur la question. Alors évidemment, aujourd'hui, l'IA est pas suffisamment avancée pour éprouver des émotions, pour développer une attirance, mais voilà. Mais si elle le devient, est-ce qu'elle devrait pas avoir des droits politique, j'entends, mais du coup aussi, est-ce qu'elle devrait pas avoir des devoirs, cette IA? Tu sais, au-delà d'avoir une programmation, est-ce qu'elle devrait pas avoir des devoirs civiques? Et cette intrigue, qui est assez secondaire, pose plein de questions éthiques, politiques. Il n'y a pas besoin qu'un gros méchant avec un sabre... Je caricature, mais voilà, il n'y a pas besoin qu'un gros méchant avec un sabre laser arrive pour dire « intelligence artificielle, tu n'es qu'artificielle, tu n'as pas le droit tu n'as pas de droit, je vais te tuer hein !» Je grossis le trait, vous voyez l'idée, il peut y avoir de gros enjeux et de grosses tensions sans gros conflits. Sur mon texte, j'ai écrit « grosse conflit », ça c'est fantastique. Et 3, l'avantage de passer tant de pages à plonger dans ce qui rend les personnages attachants, uniques, c'est que quand la tension, quand le danger arrive, je peux te dire que tu serres les fesses. Je peux te dire que t'es pas serein. Tu veux pas qu'il leur arrive du mal, tu les aimes, ces merveilleux personnages, tu veux pas qu'il leur arrive du mal, et rien ne garantit qu'ils s'en sortiront indemnes. Je vous dis pas évidemment si tout finit bien, je ne vous spoil rien du tout. Alors demain sur Twitch, je vous en dirai un petit peu plus, mais je vous parlerai pas de la fin évidemment, parce que j'ai très envie que vous le lisiez, mais je peux vous dire que la fonction tensionne. La tension fonctionne. Voilà, ça c'est mon opinion sur L'espace d'un an, premier tome de la saga du voyageur de Becky Chambers. J'ai très hâte de lire les suites, encore une fois. Peut-être le mois prochain, probablement pas, on verra. Voilà, il y avait beaucoup de livres dans cette vidéo, mais dès la semaine prochaine, on retrouve notre rythme normal pour les 10 livres de Viewer, dont il va être question dans le mois spécial Viewer. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si je me décide à en faire un podcast, merci d'avoir écouté ce podcast. Et un remerciement particulier à mes Plectrions de niveau 3 et plus sur Patreon, notamment mes nouveaux Plectrions depuis la dernière fois, parce que du coup, mes nouveaux Plectrions de niveau 3 depuis la dernière fois, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ce genre de choses. Et donc, nous allons remercier Am, Okami, Brian Chartier, Kado Tozi, Eutonian, Franch Uranoscopidé, Mucmus46, Pepito, Epica, Yolo. J'ai pas l'habitude de dire ces noms-là, c'est pas facile. 10 000 la semaine prochaine, ou 10 000 demain, d'ici la semaine prochaine, ou d'ici à demain sur Twitch, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes lectures. Voilà. Ciao!